Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de l'Olympique de Marseille. Vous allez me dire que je suis un peu trop hype pour un Parisien, mais franchement, le mercato de l'OM, il me hype. Pour quelle raison? Parce que certes, je suis un fan du Paris Saint-Germain, mais j'ai personnellement envie de voir un Olympique de Marseille fort, performant en Ligue 1, comme en Europe. Surtout que l'an 2 de Roberto De Zerbi me hype vraiment beaucoup. D'ailleurs, vous connaissez mon amour pour l'équipe de Brighton. Je trouve que c'est une écurie qui travaille très bien, que ce soit en interne ou également sur le plan des mercatos, tout ça. Et j'avais adoré le travail de Roberto De Zerbi du côté de Brighton et donc je suis particulièrement hype de voir son travail du côté de l'Olympique de Marseille. L'an 1 à Marseille avait été plutôt intéressant, même s'il y avait eu des petits coups de mou dans la saison. Ça peut arriver, c'est normal. Il y a des nouveaux principes de jeu à intégrer pour les joueurs. Donc voilà, l'an 1 était plutôt intéressant. Il y a des joueurs qui ont été des recrues extrêmement pertinentes. Je pense à Mason Greenwood, en dépit de ses affaires évidemment, sur lesquelles on ne reviendra pas dans cette vidéo. Adrien Rabiot a fait une très bonne saison, même si bon, c'est carrément un traître, mais ça... Voilà, Pierre-Emile Højbjerg a fait une énorme saison. Je suis très fan de la saison qu'a fait Pierre-Emile Højbjerg et pour moi c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 la saison dernière. J'ai également aimé la saison de Geronimo Rulli. Bon, vous m'avez compris, globalement j'ai aimé pas mal des recrues de l'Olympique de Marseille, également John Rowe. Je voulais en parler de ce joueur que je trouve intéressant, on en parlera dans la suite de la vidéo. Mais du coup j'ai envie d'avoir un rival qui est fort et qui peut créer vraiment peut-être des surprises dans les classicos, peut-être que au lieu d'avoir des victoires 3-0, 4-0, on pourrait avoir des matchs un petit peu plus serrés avec un enjeu émotionnel et un enjeu tout court un petit peu plus fort. Donc ce serait vraiment très cool. Et personnellement, voir un Olympique de Marseille performant en Ligue des Champions, ça me ferait vraiment kiffer parce que certes, je n'ai pas connu, excusez-moi, l'époque où l'Olympique de Marseille était très fort en Ligue des Champions, mais n'empêche que ça me plairait de voir cette équipe française briller en Europe. D'ailleurs, que ce soit l'Olympique de Marseille, Monaco, Nice, s'ils arrivent à battre Benfica, ce serait très cool. Et également les autres clubs de Ligue 1 engagés dans des compétitions européennes. Je pense à l'Olympique Lyonnais, mais également à Strasbourg. Ça me ferait plaisir de les voir performer dans ces compétitions. Donc voilà pour cette petite intro. Les amis, on va parler de l'Olympique de Marseille, de leur mercato. On continue sur notre petite série qu'on avait entamée ensemble, même s'il y a eu un léger coup d'arrêt à un moment dans la série parce que je revenais surtout sur des actus mercato et également parce que j'étais en vacances, les gars, on va pas se mentir. Donc voilà, on va continuer cette petite série en parlant de l'Olympique de Marseille, en voyant également les possibilités tactiques de De Zerbi, surtout que la saison dernière, la défense à 3 avait été essayée. Au final, Roberto De Zerbi veut revenir à son 4-2-3-1 traditionnel, même si on sait que ce n'est pas tout à fait un 4-2-3-1. Il y a des défenseurs centraux qui sont intégrés dans une défense à 3, puis le latéral monte. Vous m'avez compris, c'est un petit peu compliqué, mais on reviendra là-dessus, évidemment. Et donc voilà les amis, la vidéo va commencer, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Et du coup, revenons rapidement sur l'effectif de l'Olympique Lyonnais. On est sur l'effectif 2025-2026 avec donc les 3/4 des recrues qui sont indiquées. Normalement, toutes les recrues sont là, tout ce qui est officiel. Maintenant, tout ce qui est Joël Ordonez, Mario Stroikens, alors surtout Joël Ordonez qui est extrêmement proche, lui... On va en parler évidemment. Mario Stroikens, pourquoi je veux en parler? Parce que c'est un joueur qui est ciblé par l'Olympique de Marseille en tant que remplaçant potentiel de Amin Harit, puisque l'arrivée de Angel Gomez a été officialisée. Il est arrivé pour un montant gratuit, entre guillemets, sans indemnité de transfert. Donc voilà, on va en parler d'Angel Gomez, sauf que le problème c'est qu'il a eu une saison très compliquée avec Lille où il a été assez peu souvent titulaire, surtout à cause de blessures, donc on y reviendra, mais du coup l'Olympique de Marseille voudrait prendre Mario Stroikens. Mais du coup sur le poste de gardien, tu as toujours Geronimo Rulli qui est un excellent gardien qui est ton titulaire. Tu as Geoffrey Delange en numéro 2, tu veux te débarrasser de Ruben Blanco et de Nga Pambu. Giel Vanek, je ne connais pas, donc je ne vais pas me prononcer. Mais en tout cas, ces deux gardiens-là, lui a été carrément placé dans le loft, Simon Nga Pambu et Ruben Blanco. On sait que l'Olympique de Marseille veut le vendre depuis un moment. Facundo Medina est arrivé en prêt. Il y a une option d'achat, si je ne me trompe pas, mais c'est un prêt payant de 2 millions d'euros. C'est très intéressant parce qu'il peut également jouer latéral gauche. Alors,
ce n'est pas un défenseur gaucher si je me trompe pas, mais il a une très bonne patte gauche. Donc ça peut être intéressant, tu peux le positionner également à ce poste, tout comme CJ Egan Riley qui y a joué, si je me trompe pas, face à Valence, où il avait fait une performance intéressante. Sur le poste de latéral gauche, tu as également Ulysse Garcia, qui est cette fois-ci un véritable arrière-gauche de métier. Sur les postes d'arrière droit, tu as Amir Murillo, qui lui devrait rester au club puisqu'il est très performant. Et Paul Lirola, par contre, est considéré comme un indésirable, ainsi que Bamo Meïté, qui a été placé dans le loft. Tu as toujours Derek Cornelius en défense centrale, Léo Balerdi, Facundo Medina et CJ Egan Riley, qui est à la base un défenseur central de métier. C'est un joueur de 22 ans qui est arrivé pour un montant de 0 € du côté de l'Olympique de Marseille. C'est un jeune joueur du coup qui a un certain potentiel et qui était l'un des meilleurs défenseurs la saison dernière en Championship. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu as un défenseur potentiellement avec un gros potentiel qui arrive. Et apparemment, son match face à Valence était très intéressant. Donc c'est très bien. Geoffrey Kondogbia, on peut également le considérer comme un défenseur central, même si je pense qu'il pourrait être rehaussé au milieu de terrain au vu notamment de la potentielle arrivée de Joël Ordonez. Du coup, tu pourrais faire de la place à Ordonez en rebasculant Kondogbia au milieu de terrain. Tu as toujours Pierre-Emile Højbjerg qui est cette fois-ci arrivé définitivement, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Tu as Adrien Rabiot également. Les deux joueurs sont très performants et je pense que dans un double pivot, ça pourrait très bien fonctionner. Unai est toujours considéré comme un indésirable. Il n'a d'ailleurs même plus de numéro de maillot sur le site officiel de Transfermarkt. Donc lui, je pense que l'Olympique de Marseille va essayer à tout prix de s'en débarrasser. D'ailleurs, je crois que ça fait partie des joueurs qui ont été placés dans le loft, comme notamment Ismaël Koné qui a quitté le club il y a quelques temps. On a également Bilal Nadir qui peut jouer dans le double pivot, mais également milieu offensif. Moi, j'aimerais bien le conserver. C'est un jeune joueur qui a un certain talent, donc c'est cool. Amin Harit, tu veux t'en débarrasser. Daryl Bakola, pour moi, peut rester dans une rotation ou alors jouer dans les équipes de jeunes. Au pire des cas, tu le prêtes en Ligue 1. Et Angel Gomez vient d'arriver. Il peut jouer dans le double pivot en tant que numéro 10 quand il est en bonne forme et quand il est régulier. Bah, tu as un joueur extrêmement performant, un numéro 10 vraiment intéressant, capable de créer, tout ça. Donc, vous connaissez un petit peu le profil d'Angel Gomez. Ça fait un moment qu'il est là en Ligue 1. C'est également un joueur qui a un apport défensif intéressant. Donc voilà, c'est très cool l'arrivée d'Angel Gomez. Et sur le plan offensif, bah, tu as Pierre-Emerick Aubameyang qui est revenu. Alors on en avait parlé dans une vidéo, mais pour moi c'est un joueur qui peut toujours apporter, même si j'ai un doute sur le fait qu'il soit titulaire. Pour moi le titulaire sera Amine Gouiri. Et tu as toujours Neal Maupay qui est arrivé pour 4 millions d'euros du coup à la fin de son prêt à Everton. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer pour Neal Maupay parce qu'on sait qu'il n'a pas forcément ultra apporté à l'Olympique de Marseille. Ses premiers matchs n'étaient pas mauvais, mais après il s'est un petit peu fait manger, surtout par Amine Gouiri qui a fait une très bonne deuxième partie de saison avec l'Olympique de Marseille. Et avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, je pense que Neal Maupay pourrait être un petit peu cut dans cet effectif. Faris Moumbagna est dans le loft, donc ça on en reparlera, mais de toute façon il devrait s'en aller. François Muguet, je pense qu'il va être prêté ou vendu. Voilà, on y reviendra dans la partie planche tactique. Mason Greenwood, lui par contre, c'est une très bonne recrue. Il est arrivé l'été dernier. Il a fait une belle saison, même si j'ai encore des réticences quant à son apport dans le jeu. Mais voilà, il faut dire que quand même, rien que sur le plan statistique, il a été énorme. Et même dans certains matchs, il a débloqué pas mal de situations. John Rowe est définitivement arrivé. Voilà, il était arrivé la saison dernière en prêt en provenance de Norwich. Là, tu as activé l'option d'achat. Donc, il est toujours chez toi. C'est un joueur que je trouve très intéressant, qui a un certain potentiel, qui a un certain talent également. Et je pense qu'il peut toujours continuer à apporter dans cet Olympique de Marseille. Mais la grosse recrue, je crois que c'est la recrue le plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille, si je ne me trompe pas, c'est Igor Pajan, qui arrive donc pour une somme autour des 30 millions d'euros, 35 millions d'euros à peu près sa valeur Transfermarkt. Et voilà, c'est un ailier gauche de 25 ans. On va évidemment en parler ici. Donc il vient d'arriver. C'est un ailier gauche de 25 ans, brésilien d'1m68. Il a eu une sélection internationale en étant un ancien joueur des National U23. Donc en fait, il n'a pas vraiment de sélection avec l'équipe première. Mais c'est un joueur qui peut jouer ailier gauche et ailier droit, milieu offensif, qui a donc voilà, une certaine polyvalence. C'est un joueur qui est globalement sur la pente ascendante, même si à Rotterdam, il avait été évalué à 15 millions d'euros en 2023, en décembre 2023, lorsqu'il était âgé de 23 ans, mais il avait connu un coup de moins bien en 2024, toujours du côté de Feyenoord Rotterdam. Mais depuis, c'est un joueur qui est extrêmement performant et dont la valeur marchande ne fait qu'augmenter au vu notamment de
de son niveau. Actuellement, il est blessé, il a une blessure musculaire, apparemment son retour, on n'a pas vraiment de date, mais ça devrait revenir assez rapidement. Et donc, je voulais vous montrer un petit peu ses données de performance parce que sa saison dernière est extrêmement intéressante. On va évidemment en parler. C'est, si je ne me trompe pas, sa meilleure saison en termes statistiques. En Eredivisie, il est à 34 matchs pour 16 buts et 14 passes décisives. Donc, il est sur quasiment un double-double. 15 et 15 quasiment, donc c'est assez énorme. Il a donc été décisif 30 fois en 34 matchs d'Eredivisie, c'est quand même vraiment pas mal. On voit que c'est un joueur qui vraiment dans l'apport statistique est très intéressant. En Ligue des Champions, il est à 11 matchs pour 2 buts et 5 passes décisives, c'est évidemment de très bons indicateurs statistiques. Et donc toute compétition confondue, il est à 47 matchs, 18 buts et 19 passes décisives. Donc c'est évidemment absolument énorme. Donc il a été décisif 37 fois en 47 rencontres, c'est vraiment pas mal. Il est majoritairement un ailier gauche, mais cette saison il a également joué en tant que second attaquant un seul match, en tant que milieu offensif 6 matchs et en tant qu'ailier droit un match. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui a vraiment une certaine polyvalence. On va un petit peu parler de son profil statistique comme d'habitude. Donc Igor Pajan comparé à des ailiers, parce que c'est globalement son rôle, même si on peut le comparer à des milieux de terrain, mais ça, ce n'est pas pertinent dans le cas de l'Olympique de Marseille, puisque pour moi, il vient jouer comme un ailier gauche, et pour moi, c'est le futur ailier gauche titulaire de l'équipe. Sur les non-penalty goals, il est à 0,50 par 90 minutes, ce qui est vraiment très bien, et je tiens à préciser que il est comparé à des joueurs venant de championnats hors top 5 européens. N'empêche que 0,50 par 90 minutes pour un ailier, c'est quand même vraiment pas mal. Et donc il est dans les top 3 des meilleurs mondiaux hormis top 5. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Dans les non-penalty expected goals, on voit que c'est un joueur qui se retrouve souvent dans des positions de but. C'est un joueur qui tire également beaucoup, puisque dans les tirs totaux, il est à 3 par 90 minutes. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est un joueur qui a l'expérience de la Ligue des Champions, donc c'est bénéfique pour cet Olympique de Marseille qui retrouve la Ligue des Champions cette saison. Au niveau des assists, il est également assez performant avec 0,31 par 90 minutes. Cependant, les expected assisted goals sont pas terribles et pourtant, on peut dire qu'il surperforme parce qu'il n'y a pas tant d'expected assisted goals, mais il a quand même 19 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc c'est quand même un bel apport et on peut dire que dans les passes décisives effectives par rapport à ses expected assisted goals, il est carrément en surperformance. Pour la combinaison entre les non-penalty expected goals et les expected assisted goals, encore une fois, c'est vraiment pas mal. 0,55 par 90 minutes, c'est vraiment très bon. Et dans les actions menant à un tir, il est à 5 par 90 minutes. Pour moi, c'est encore une fois améliorable. Je pense que dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, où il jouera avec la possession de balle, peut-être que ça pourrait s'améliorer. Surtout que je pense qu'il pourrait très bien s'intégrer dans ce jeu de Roberto De Zerbi, puisque du côté du PSV Eindhoven, le 4-2-3-1 a été également un système qui a été beaucoup utilisé. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui a souvent la possession en championnat. Donc, je pense qu'il ne devrait clairement pas être dépaysé, même si évidemment ça joue également beaucoup en transition, dans des transitions rapides, surtout en Ligue des Champions. Mais de toute façon, je pense que voilà, Roberto De Zerbi sait à peu près comment il va l'intégrer. Et je suis à peu près persuadé que le fit tactique est intéressant. Maintenant, sur les passes tentées, sur les passes complétées, sur les passes progressives, on voit que ce n'est clairement pas un joueur qui a une vocation créative. On voit que c'est un joueur qui n'est pas forcément là pour créer des occasions par la passe, dans la construction. On voit que c'est un joueur qui est vraiment très déséquilibrant, puisque dans les courses progressives, il est à 4,32 par 90 minutes. C'est quand même assez énorme, c'est vraiment assez conséquent. Et encore une fois, peut-être que Roberto De Zerbi, vu la confiance qu'il donne à ses ailiers dans son système, il pourrait peut-être porter encore plus le ballon. Et pour les dribbles réussis, alors effectivement comparé à d'autres ailiers, il n'est pas ultra performant, n'empêche qu'il est quand même à 1,79 par 90 minutes, c'est plutôt intéressant. On voit que c'est quand même un joueur qui fait beaucoup la différence, plus par sa vitesse que par ses dribbles, n'empêche que ça reste des très bonnes qualités pour lui. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant et c'est également un joueur qui prend souvent la profondeur puisqu'il est quand même à 10 passes progressives reçues par 90 minutes. C'est quand même vraiment pas mal. Et d'ailleurs, dans les touches, dans la surface de réparation, il est à 5,48. Donc on voit que c'est un joueur qui évolue quand même assez haut sur le terrain, qui aime bien prendre la profondeur, qui aime bien porter le ballon également, sans forcément être là à créer du jeu. Vraiment, c'est vraiment un profil
déséquilibrant, vraiment un profil dynamiteur sur son côté. Par contre, je voulais également souligner son apport défensif, puisque sur les dégagements, il est quand même à 1 par 90 minutes, et au niveau des aériens gagnés, malgré son 1m68, il est à 0,78 par 90 minutes, c'est plutôt correct. D'ailleurs, dans les tacles, il est à 1,35 par match, donc c'est également plutôt intéressant. Donc, personnellement, je trouve que Igor Pagin est une excellente recrue pour l'Olympique de Marseille, et je pense qu'il pourrait parfaitement s'intégrer dans ce jeu de Roberto De Zerbi. Maintenant, c'est un gros investissement. S'il y a flop, comme avec, si je ne me trompe pas, Vitinha il y a quelques années, qui était également le transfert le plus cher de l'OM à cette époque, bah, ça va être un peu compliqué. Mais moi, personnellement, j'ai envie d'y croire. Je pense que c'est vraiment un joueur parfait pour cet Olympique de Marseille. Maintenant, on va parler d'un joueur qui pourrait s'engager prochainement du côté de l'Olympique de Marseille. Apparemment, le dossier est quasiment bouclé. On parle évidemment de Joël Ordóñez, le défenseur central de 21 ans, international équatorien d'1m88, évoluant au Club Bruges et estimé aujourd'hui à 28 millions d'euros selon Transfermarkt. Donc en Jupiler Pro League, il a déjà joué un match cette saison pour un but et il a également joué un match de Volkswagen Super Cup. Donc voilà, c'est un joueur qui joue en tant que titulaire en ce moment. C'est un joueur qui est vraiment sur la pente ascendante, qui a vraiment un très haut niveau, qui peut jouer défenseur central et également arrière droit. Alors est-ce que ce ne serait pas l'idée tactique de notre ami Roberto De Zerbi? Tu n'as que Amir Murillo sur lequel tu peux vraiment compter puisque Paul Lirola devrait s'en aller. Donc est-ce que Joël Ordóñez ne pourrait pas être un espèce de quatrième central? Évidemment, on y reviendra lorsqu'on parlera de cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui est en contrat d'ailleurs jusqu'en 2028, ce qui explique également le montant de transfert qui peut sembler assez élevé. D'ailleurs, c'est un joueur qui s'est vraiment imposé comme un titulaire dans cette équipe de Bruges, qui a également de l'expérience de la Ligue des Champions. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour cet Olympique de Marseille qui cherche vraiment à avoir des joueurs qui pourraient être performants en Ligue des Champions. Si on regarde un petit peu ces indicateurs statistiques, on voit que Joël Ordóñez, comparé à des défenseurs effectivement comme d'habitude au-delà du top 5 européen, sur les non-penalty goals, on voit qu'il est performant. C'est un joueur qui marque des buts en tant que défenseur central, également sur les non-penalty expected goals. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit que c'est un joueur qui est vraiment un très bon relanceur, qui peut porter le ballon, qui peut dribbler avec le ballon, mais c'est également un joueur qui va prendre le ballon, va tenter des passes, va en compléter énormément parce que oui, il est à 65 passes par 90 minutes avec l'Olympique de Marseille qui est une équipe qui a la possession, qui a une possession très basse pour justement attirer la pression adverse pour passer par les côtés et construire comme ça. On connaît évidemment le schéma de Roberto De Zerbi, sa qualité de relance va être grandement appréciée. Et d'ailleurs dans les progressive passes, on voit que c'est un joueur qui fait vraiment progresser le jeu grâce à sa qualité de passe. Maintenant, comparé à d'autres défenseurs, ces indicateurs statistiques purement défensifs ne sont pas très bons. Alors, ça ne veut pas dire que le joueur est mauvais, loin de là. Dans les duels aériens, c'est un joueur qui est assez performant. C'est juste que forcément, il est dans une équipe très dominante dans son championnat, donc on ne le voit pas vraiment mis à l'épreuve. Dans les dégagements, il est également très bon, il est à 4,90 par match, ce qui est très intéressant. Ça me rappelle un petit peu William Pacho lorsqu'on en avait parlé dans une vidéo la saison dernière, lors de son arrivée au Paris Saint-Germain. On avait souligné que c'était un défenseur qui faisait beaucoup de dégagements. Lui, il est également bon dans ce domaine. Au niveau des blocs, il est à quasiment 1 par match, ainsi que pour les interceptions et pour les tacles, il est à 1 par match. Donc, c'est un joueur qui est bon dans ces domaines défensifs. C'est juste que comparé à d'autres défenseurs, il est beaucoup moins exposé globalement au club dans lequel il joue. Mais il a vraiment des bonnes qualités défensives, je vous rassure. C'est un joueur qui est vraiment très bon. Et on va également parler, alors juste avant, pour conclure, je trouve que c'est vraiment une très bonne recrue pour cet Olympique de Marseille. Un joueur qui a une très bonne qualité de relance, mais qui est également défensivement assez solide. Maintenant, je crois que ça devrait coûter 30 millions d'euros, ce qui est assez cher. Mais je pense que ça pourrait être une très bonne recrue pour l'Olympique de Marseille, même si on reviendra sur le fait que ce secteur défensif au poste de défenseur central me semble un petit peu bouché, ou du moins assez plein. On parle maintenant du dernier joueur de cette liste. On parle de Mario Struykens, qui est une des dernières cibles de l'Olympique de Marseille. C'est un milieu offensif d'1m77, international U21 avec la Belgique. Il est
C'est d'ailleurs c'est un joueur de 20 ans, je ne sais pas si je l'ai précisé, et il est aujourd'hui évalué à 12 millions d'euros selon Transfermarkt. Il a joué un match de Jupiler Pro League et également 2 matchs d'Europa League qualification où voilà, il avait été titulaire, il a disputé 100% des minutes. C'est un joueur qui joue milieu offensif et ailier gauche, mais également deuxième attaquant. Donc on voit que c'est vraiment un joueur qui a une vocation offensive. Aujourd'hui, il est évalué à 12 millions d'euros. Il y a eu une petite baisse en 2025, mais on sait que c'est un joueur de grand talent. D'ailleurs, il est en contrat jusqu'en 2026, donc tu n'as pas énormément d'années de contrat à racheter. C'est un crack qui est apparemment vraiment ciblé par beaucoup de clubs européens. J'ai envie de vous montrer un petit peu ses statistiques de la saison dernière, mais c'est un joueur qui déjà joue pas mal de matchs en Jupiler Pro League, même s'il ne s'est pas forcément imposé comme un titulaire la saison dernière. Mais il est quand même à 3 buts et 5 passes décisives en Europa League. 1 but, une passe décisive. En Jupiler Pro League Champions Playoff, attention c'est compliqué, il est à 1 but et une passe décisive, ce qui porte son total à 39 matchs, 5 buts et 7 passes décisives, ce qui est plutôt correct, surtout quand on voit le nombre de minutes qui est de 2564. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui a joué même avant-centre la saison dernière, principalement milieu offensif mais également en tant que milieu central. La saison précédente, il avait commencé également à jouer quelques matchs avec l'équipe première, notamment en Croquis Cup, en Playoff et en Jupiler Pro League. Voilà, il avait également joué 28 matchs, donc plus que la saison dernière, et il est à peu près au même nombre de minutes. Maintenant, il y a eu des petites histoires de blessures, il y a eu également le fait qu'il ait parfois été un petit peu irrégulier. Cependant, on est tous à peu près certains du fait que ce soit un énorme crack. Et d'ailleurs, le CIUS, dans une lettre qu'ils avaient publiée récemment, était à peu près d'accord sur le fait que Mario Stroikens était un joueur qui était plus ou moins prêt à s'exporter dans les clubs du top 5. D'ailleurs, quand on sait que l'Olympique de Marseille a un énorme besoin au poste du numéro 10, car oui, tu as Angel Gomez qui est arrivé, mais Angel Gomez peut également jouer dans ce double pivot. Mais surtout, Angel Gomez est un joueur qui est sujet à des blessures, et du coup, Mario Stroikens, ça pourrait être très intéressant. Maintenant, en regardant un petit peu ses rapports statistiques, on voit quand même qu'on a affaire à un joueur de grand talent. Alors, comparé à des milieux de terrain, par 90 minutes, il est à 0,12 buts, c'est plutôt intéressant et encore une fois c'est améliorable. C'est un joueur qui peut manquer parfois d'un petit peu d'efficacité, mais voilà, franchement je me fais pas de soucis pour lui. C'est un joueur assez créatif qui peut se retrouver rapidement dans des situations de but, que ce soit servi par les autres ou alors par lui-même parce qu'il est très bon. Dans les non-penalty expected goals 0,12, c'est plutôt correct, même si ça peut être encore une fois amélioré. Par contre dans les tirs totaux, il est quand même à 1,72 par match, ce qui est plutôt intéressant quand on connaît sa position sur le terrain. Au niveau des assists, 0,24, c'est très correct. Il est dans les 4% des meilleurs des joueurs hors top 5 européens, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des expected assisted goals, 0,17. Alors là, pour le coup, on peut dire qu'il y a peut-être une sous-performance, mais c'est surtout lié à ses coéquipiers qui peuvent vendanger quelquefois. Je pense vraiment qu'il pourrait avoir un peu plus d'assists, mais également pour les non-expected goals et expected assists, on les cumule ensemble, plutôt performance, 0,29, c'est intéressant. Et dans les actions menant à un tir, il est à quasiment 4 pour 3,98 par 90 minutes, ça c'est énorme. Ça montre qu'il est capable de créer des occasions de frappe, que ce soit pour lui ou pour ses coéquipiers, donc ça c'est très intéressant. Dans les passes tentées, ce n'est pas énorme, mais on rappelle que c'est un joueur qui évolue à Anderlecht, donc pas forcément dans le club le plus fort en Belgique, surtout qu'aujourd'hui c'est plutôt Bruges qui est en position dominante dans le championnat. Dans les passes complétées, il est à 85%, ce qui est plutôt correct, mais encore une fois, voilà, on parle d'une équipe qui n'est pas forcément tout le temps dominante dans son championnat. Dans les passes progressives, il est à 6,59, c'est plutôt intéressant et encore une fois, c'est améliorable. 6,59 par match, c'est quand même assez honorable. Et là, on voit que voilà, c'est pas un joueur qui porte énormément le ballon, puisque une 31 courses progressives par match, c'est pas énorme. Par contre, voilà, dans les dribbles réussis, 1 par match, c'est quand même très bien vu son rôle. Dans les touches dans la surface de réparation, 2,49, il est dans les 6% des meilleurs, encore une fois, par rapport aux joueurs avec lesquels il est comparé, donc c'est intéressant. Et dans les passes progressives reçues, c'est un joueur qui a vraiment une qualité de projection. C'est pas forcément lui qui va porter la balle, mais c'est lui qui va beaucoup se projeter ou alors trouver des solutions via la passe pour ses partenaires. Donc voilà, c'est vraiment un profil très intéressant qui pourrait beaucoup plaire à cet Olympique de Marseille, surtout
Si tu veux vraiment un secteur offensif capable un petit peu de permuter, de bouger de position, ce serait super intéressant. Dans les tacles, on voit également que c'est un joueur qui est très performant puisque 2,43 par match, c'est vraiment pas mal. Donc c'est un joueur qui fait des efforts. Si on le compare un petit peu à des ailiers, on voit que voilà, dans les passes complétées, c'est quand même bien meilleur. Dans les tacles également et dans les interceptions, voilà, on voit que comparé à des ailiers, forcément, ça change carrément ses indicateurs statistiques, même si pour moi, c'est carrément un milieu de terrain. Mais du coup, si on revient un petit peu sur la planche tactique, alors je vous la mets bien comme il faut. Bon, là je vous ai un petit peu établi tout ce qu'on avait du côté de l'Olympique de Marseille. Donc Nga Pambu, on le vire puisque c'est un joueur qui est dans le loft. Meite également. Et surtout, Blanco, j'oublie pas que c'est un joueur qui doit être vendu. Alors les joueurs qui sont dans le loft, j'ai mis une couleur différente. Les joueurs qui sont vendus, je les mettrai à côté. Enfin, qui sont voués à être vendus, je les mettrai au même endroit. Ainsi que Lirola, du coup, qui est voué à être vendu. Unai, voilà, dans le loft. Mumbagna, dans le loft. Je pense que Muguet ne devrait pas rester. D'ailleurs, il n'est pas vraiment dans les plans de notre ami Roberto de Zerbi. Harit également devrait être vendu. Mopé, j'attends encore de voir sa situation, mais je pense qu'il pourrait connaître un sort similaire, donc à voir un petit peu. Mais du coup, sur le poste de gardien, t'as Rulli et Jeffrey Delange, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Rulli, ton titulaire, c'est très bien. Maintenant, sur ce poste de défenseur central droit. Alors, ça a été Medina qui a été mis récemment, mais CJ Egan Riley a également joué défenseur central, latéral gauche, peut jouer défenseur central droitier, peut jouer défenseur central gaucher, il n'y a pas de souci. Ordonez peut jouer latéral droit. Kondogbia a été déplacé en défense, mais je pense qu'il pourrait réintégrer le milieu de terrain au vu des nombreuses arrivées, au vu du fait que Benasser soit parti. Mais du coup, ton secteur défensif, c'est quelque chose comme ça, avec un Medina qui peut également jouer latéral gauche, Cornelius également. Donc en fait, tu as beaucoup de possibilités. J'ai juste peur que tu aies beaucoup de défenseurs de très haut niveau pour seulement 2 positions. Maintenant, tout va dépendre de comment va jouer Roberto de Zerbi. Et moi, personnellement, vu comment ça a été testé récemment, CJ Egan Riley en tant que latéral gauche titulaire avec un Ulysse Garcia derrière, Derek Cornelius, Ordonez comme ça, avec un Ordonez qui peut également jouer latéral droit, au final, tu as un secteur défensif intéressant. Même si du coup, si tu fais ça, si tu considères que CJ Egan Riley, c'est un latéral gauche, il te faut peut-être un autre latéral droit de métier. Pour ça, j'avais pensé à des joueurs comme Juan Foyt. Évidemment, on y reviendra, mais du coup, tu pourrais avoir quelque chose comme ça. C'est encore une fois à maturer. Je ne suis pas forcément ultra au point sur l'effectif de l'Olympique de Marseille, mais on pourrait avoir quelque chose comme ça avec un Murillo qui pourrait peut-être être un petit peu plus haut sur le terrain. On sait que c'est également un joueur qui peut parfois s'intégrer dans une défense à 3. Enfin voilà, de toute façon, il y a beaucoup de flexibilité en défense. Au milieu de terrain, tu as Gomez qui peut également jouer dans ce double pivot, même si pour moi, le double pivot titulaire, ce sera pour moi Rabiot, Højbjerg, avec du coup des Kondogbia ou des Nadir derrière. Bakola, je vais le mettre de côté parce que pour moi, c'est un joueur qui pourrait être prêté ou alors qui ne pourrait pas forcément rentrer dans les idées de jeu de Roberto de Zerbi tout de suite. En tout cas, il pourrait ne pas rentrer dans l'effectif vraiment ultra compétitif de Zerbi, peut-être dans un effectif plus large, notamment pour certains matchs de coupe. Mais du coup, sur ce poste de 10, tu pourrais avoir Gomez et Stroikens. Alors, je tiens à préciser que pour Ordonez, c'est bien plus avancé que pour Stroikens, mais on y reviendra. Sur le poste d'ailier droit, je n'ai pas évoqué Tim Weah. Pour quelle raison? Parce que Tim Weah, c'est un joueur qui, récemment, a dit qu'il ne partirait jamais pour l'Olympique de Marseille puisqu'il avait été formé à Paris et tout. Bon, au vu des rumeurs récentes, il pourrait s'engager vraiment du côté de l'Olympique de Marseille. Ce serait un ailier droit, entre guillemets, remplaçant à Greenwood, mais il peut également jouer latéral. Donc en fait, il t'apporte quand même pas mal d'options. C'est un joueur qui a été plutôt performant avec la Juventus, qui pour moi avait une grosse marge de progression au départ, mais qui, peut-être par manque de travail, pour blessure, pour irrégularité ou autre problème, n'a pas forcément atteint la marge de progression qu'il aurait pu avoir. Cependant, c'est un joueur d'une qualité non négligeable, qui a un certain talent et qui peut apporter dans cet effectif en tant que doublure de Greenwood. Ça pourrait très bien fonctionner. Et pour John Rowe, voilà, pour moi ce serait un peu une doublure de Pechin, ou même, de Pagin, ou même si il pourrait totalement le concurrencer sur certains matchs. Maintenant, pareil pour Neal Maupay, peut-être qu'il pourrait être vendu, je le mets de côté comme ça, parce que pour moi, le poste de 9, il est quand même promis à Gouiri ou à Aubameyang sur certains matchs. Donc voilà un petit peu pour moi mon effectif idéal de l'Olympique de Marseille, même si j'aimerais bien peut-être rajouter un latéral droit
de métier ou alors un latéral gauche de métier. Je sais pas trop comment on peut faire. Mais voilà, moi j'aimerais bien avoir soit un latéral droit de métier, soit un vrai latéral gauche. Parce que Ulysse Garcia, je l'aime bien, mais ça manque un petit peu de régularité. Et surtout, CJ Egan-Riley, c'est un très bon défenseur central. Moi j'ai beaucoup aimé sa préparation. Mais du coup, si tu gardes CJ Egan-Riley, que tu prends un latéral gauche de métier, bah, est-ce que quid de Cornelius? Je sais pas trop, à voir. Peut-être que l'idée c'est vraiment d'avoir Egan-Riley à gauche ou alors d'avoir un Medina à gauche, je sais pas. Voilà, en tout cas, tu as beaucoup de flexibilité tactique. Peut-être qu'il manque quelques recrues, mais pour moi, un ailier droit remplaçant, c'est intéressant. Tu voulais Johan Bakayoko, tu l'as pas eu. Mais bon, Johan Bakayoko, pour moi, c'est pas un remplaçant, hein, je vous le dis tout de suite, puisque vu le niveau du joueur, c'est pas un remplaçant de Greenwood. Timwea pour moi pourrait coller, pourrait coller à l'idée. Stroikens pour moi pourrait totalement entrer en concurrence avec Gomez et Gomez pourrait peut-être intégrer le double pivot selon un petit peu les disponibilités des joueurs, selon comment tu veux faire de la rotation dans ton effectif, donc tout ça. Stroikens, rien n'est encore fait, pour le moment c'est au stade de rumeur, donc à voir. Et Joël Ordonez, ça devrait se boucler prochainement. Il y avait également la rumeur Ryan Flamingo pour ce poste de défenseur central droitier. C'était très intéressant, mais la rumeur s'est éteinte assez vite puisque Pejão, voilà, donc c'était un petit peu particulier. Mais du coup, la rumeur Ryan Flamingo s'est éteinte assez vite. Le joueur du PSV Eindhoven, si je ne me trompe pas, ou du Feyenoord, je confonds constamment les deux équipes, mais de toute façon vous savez que c'est un joueur de grande qualité, qui a également des qualités assez similaires, assez proches de celles de Joël Ordonez, qui peut jouer latéral droit, mais également au milieu, en tant que milieu défensif, donc peut-être qu'il aurait pu jouer dans ce double pivot, un joueur qui est très bon à la relance et qui est également bon dans les duels défensifs. Donc voilà un petit peu pour ma petite revue rapide, excusez-moi, la vidéo doit faire une trentaine de minutes si je ne me trompe pas, mais pour ma petite revue de cet effectif de l'Olympique de Marseille. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine, ciao ciao.